Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours de OL3, qui s'appelle Outils logiciels. C'est un cours qui est dédié au traitement numérique du signal. Et aujourd'hui, à la suite du cours qu'on a fait l'autre fois sur l'échantillonnage, on va parler un peu de conversion analogique numérique et numérique analogique. Alors je rappelle le contexte. On a le contexte dans le contexte, c'est celui du traitement numérique du signal. Bon, on prend un cas particulier qui est le cas des appareils de mesure, c'est parce que c'est là qu'on va trouver la structure de base qu'on retrouve un petit peu partout. Donc je rappelle que on est toujours dans le cas où on a une grandeur physique qui nous intéresse à mesurer. Donc ça peut être une grandeur électrique, mécanique, peu importe. Ok, on va avoir un capteur dont le rôle est de nous fournir un signal électrique qui est sous forme généralement d'une tension analogique. Ok. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on a vu l'autre fois, c'est qu'on va l'échantillonner, ce signal, c'est-à-dire qu'on va venir prélever des échantillons à intervalles réguliers, qui est la période d'échantillonnage. Et puis chaque échantillon, on va venir le convertir en nombre numérique, en données numériques qui sont codées sur un certain nombre de bits, donc ça va de 8 à 24 à peu près. 8, 10, 12, 16, 24 bits. Évidemment, plus le nombre de bits est élevé, plus le codage est précis. Et puis ces données numériques sont fournies à un microprocesseur actuellement qui va dessus faire tous les traitements que je vous lui demanderai. Ok, donc de l'affichage, stockage, comme dans un oscillo, et puis après des calculs un peu plus compliqués, des puissances des énergies si c'est un analyseur de réseau, d'analyse spectrale, des choses qu'on a déjà vues, et puis on verra aussi du filtrage numérique la prochaine fois. Voilà, donc dans cette partie-là, on est dans un environnement complètement numérique. Ok. Donc ce système de traitement numérique qui se décompose comme ça, on l'a déjà vu, on a le signal analogique qui arrive, on a souvent une mise à l'échelle et un filtrage anti-repliement. Donc le filtrage anti-repliement, on sait ce que c'est maintenant, c'est fait pour que la condition de Shannon soit respectée quel que soit le signal d'entrée, ça c'est très important. Et puis, autre mise à l'échelle, c'est qu'on va s'arranger pour que l'amplitude du signal soit compatible avec le reste du système. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Donc ici, on échantillonne le signal, on en prélève des valeurs, on bloque ces valeurs pour qu'elles restent constantes sur une période, et puis derrière, on va convertir ces échantillons en nombres numériques. Et on obtient à la sortie des données, des nombres, qui correspondent normalement, qui doivent correspondre au signal d'entrée. D'accord. Et on file ça au processeur qui traite. Alors, on est bien d'accord que la difficulté, c'est que finalement, ce qui est vrai, c'est le signal ici. Si on considère que le capteur est parfait. Par contre, le processeur, lui, il ne voit jamais le signal d'entrée, il voit que les échantillons convertis en numérique. Donc il y a un certain nombre d'endroits là dans la chaîne où on peut faire des erreurs qui font que les données qui arrivent ici ne sont pas très bonnes. La première étant ce qu'on a vu l'autre fois, c'est-à-dire de ne pas respecter le théorème de Shannon. À ce moment-là, on a du repliement de spectre, ce qui veut dire que les signaux qui arrivent ici sont déjà pas les bons. Donc là, on est dans un environnement analogique, c'est-à-dire qu'on a des tensions en volts. Et puis ici, on est dans un environnement numérique, c'est-à-dire que là, c'est de l'informatique en fait, ici, à partir de là. Bon, donc la conversion analogique numérique, donc comment ça se passe? On va avoir des échantillons qui arrivent ici, des échantillons qui sont bloqués, donc des valeurs en volts qui arrivent. Et puis le convertisseur, lui, il va être en charge pour chaque échantillon qui arrive, il va être en charge de donner un nombre numérique pour chaque valeur d'échantillon. Ok. Donc, pour faire ça, en fait, il va comparer tout le temps la valeur de l'échantillon qui arrive à des tensions de référence qui lui sont propres. Ok. Donc, on compare cette tension-là qui arrive là à cette tension-là, et en fonction du résultat de la comparaison, on sort un chiffre qui va bien. Ok. Donc, la différence de ces deux tensions, VRF-, VRF+, ça s'appelle la tension de référence. Ça, c'est très important, conversion. Ok. Alors, très généralement, très souvent, on a VRF- qui vaut 0, mais c'est pas obligé, mais dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Donc, finalement, le VRF, la tension de référence du convertisseur, c'est sa tension VRF+. Alors, cette tension VRF+, elle n'est pas forcément égale à sa tension d'alimentation du circuit.
Hein. Ça peut être deux choses qui sont différentes. Voilà, donc pour que ça marche, ok, pour que ça marche, en fait ici, votre signal qui arrive du capteur, il a ce qu'on appelle une certaine dynamique, c'est-à-dire qu'il va évoluer entre un minimum et un maximum. Ok, ce qu'on appelle en général la pleine échelle du signal. Pleine échelle en français ou full scale en anglais. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pleine échelle. Et puis, si on veut savoir quel est le nombre qui est en sortie, en fait, la relation qu'il faut connaître, c'est que le nombre en sortie, c'est 2 puissance n. N, c'est le nombre de bits du convertisseur, donc 8, 10, 12, 16, 24, fois l'entrée divisée par cette pleine échelle-là. Okay. Alors, dans le cas idéal, évidemment, il faut que cette pleine échelle-là soit égale à la tension de référence du convertisseur. C'est-à-dire le convertisseur, s'il convertit entre 0 et 5 volts, par exemple, si sa tension de référence est 5 volts, ce serait bien que le signal arrive entre 0 et 5 volts ici. Ce serait l'idéal. Okay, et on essaye toujours de faire ça. Voilà, donc cette relation-là, elle est à connaître par cœur. D égale V in sur Vref fois 2 puissance n. Ok. Alors une autre grandeur qui est intéressante à connaître, c'est ce qu'on appelle le quantum. Ok, donc sa définition, c'est que c'est la différence de deux tensions d'entrée qui correspondent à deux codes successifs. Ok, en gros, on peut interpréter ça comme étant la plus petite tension que peut convertir le CAN. C'est ce qu'on appelle aussi sa résolution. Donc la plus petite tension qu'il peut convertir, c'est la pleine échelle divisée par 2 puissance n. Ok, la pleine échelle divisée par 2 puissance n. Donc ce quantum là, dans certains cas, on l'appelle directement résolution du CAN. On va dire on a une résolution de, par exemple, 1 millivolt. Ça, il y a certains ingénieurs qui disent ça. Il y a certains ingénieurs qui utilisent le terme de résolution pour définir le nombre de bits. Vous avez des ingénieurs qui vont dire, voilà, j'ai un convertisseur de résolution 8 bits. Ok, bon, ça peut arriver, donc faut être prêt, quoi. Cela dit, toutes ces définitions sont équivalentes, puisque en fait, ce quantum, il peut s'exprimer en pourcentage de la pleine échelle, et quand on l'exprime en pourcentage de la pleine échelle, en fait, on voit qu'il dépend que de n. Q ne dépend que de n. Donc en fait, qu'on appelle Q la résolution ou n la résolution, en fait, c'est pas. Donc deux relations à connaître, celle-ci, qui donne le nombre d en fonction de la tension d'entrée et de la tension de référence, ou de la pleine échelle, si elles sont égales. Et puis la résolution du CAN, c'est-à-dire la plus petite tension qu'il est capable de voir en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la tension bouge à l'entrée de moins de Q, le CAN il bougera pas, il verra rien. Voilà. Voilà, donc ici, par abus de langage, on dit que Q est la plus petite valeur convertible par le CAN. Dans certaines docs, Q est noté 1 LSB, c'est-à-dire least significant byte, c'est le poids faible en fait, le bit de poids faible. Okay, c'est-à-dire que quand vous avez 0, vous avez 0 volt en entrée, vous avez 0 en sortie. Puis dès que vous avez 1, que vous avez franchi Q, vous avez 0,0001, c'est-à-dire le bit de poids faible en sortie. Voilà, donc là un exemple de caractéristiques de CAN. D'accord, donc en entrée ici, en abscisse, vous avez l'entrée. Okay. Et puis en sortie, vous avez le nombre numérique. D'accord. Alors, par exemple ici, pour un AD 7468 qui est un convertisseur 8 bits, eh bien la largeur là, c'est bien VDD sur 2 puissance n, c'est-à-dire 256. VDD, c'est la tension d'alimentation qui, dans ce cas-là particulier, est égale aussi à la tension de référence. Ok. Voilà, pour un 7467, c'est un 10 bits. Alors là, la résolution Q, ça vaut VRF, c'est-à-dire VDD divisé par 2 puissance 10. Et puis pour un convertisseur 12 bits, Q vaudra VDD sur 2 puissance 12. Okay. Et on voit que ici, entre 0 et Q, le nombre de sorties c'est 0. Entre Q et 2Q, ça vaudra 1. Entre 2Q et 3Q, ça vaudra 2. Jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'on ait 2 puissance n ici. Okay. Et on balaye ici de 0 à VDD
Alors, c'est pas tout à fait, on n'arrive pas tout à fait, on bascule pas le dernier à VDD, on bascule le dernier à VDD moins Q. Hein, parce que comme on part de 0, il manque, c'est comme hein, sur une échelle, entre les espaces entre les barreaux et le nombre de barreaux. C'est pareil. Ok, bon, enfin, en gros, on va dire qu'on va aller de 0 à VDD. Donc, par exemple, dans cet exemple, hein, VDD, c'est la tension d'alimentation. 5 volts ou 3 volts. Ok. Là, on est dans un cas où VRF- est nul. Donc, la pleine échelle, c'est bien VRF, c'est VDD. Attention, la tension de référence du CAN n'est pas toujours égale à VDD. On peut souvent choisir une autre valeur. D'accord. Donc la conversion se fait entre 0 et VDD à peu près. Et alors par contre, quel que soit le signal fourni par le capteur, la plage de variation en entrée doit être entre 0 et VDD. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce CAN-là, si vous l'alimentez en 3,3 volts, par exemple, qui est assez standard, ça veut dire que le signal que vous allez convertir, il faut qu'il arrive entre 0, VRF- et 3,3 volts. Alors vous n'êtes pas du tout sûr que le capteur qui est à l'entrée, lui, va délivrer un signal entre 0 et 3,3. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être obligé, peut-être, de faire une adaptation du signal d'entrée. C'est-à-dire que soit vous allez être obligé de diminuer l'amplitude du signal pour que ça rentre entre 0 et VRF, soit à l'inverse, vous pouvez être obligé de l'amplifier puisqu'il est trop petit. D'accord? Donc il faut toujours vérifier que la dynamique d'entrée fournie par le capteur est compatible avec la pleine échelle du CAN. Si ce n'est pas le cas, il faut adapter le signal d'entrée par une mise à l'échelle. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous voyez ce qui est ici, mise à l'échelle, là, ben, ça veut dire qu'ici, il va falloir mettre soit des diviseurs de tension, soit des amplis, pour être sûr que le signal qui arrive là, hein, une fois qu'il va être passé là-dedans, il va être bien entre 0 et VRF ici. D'accord. Donc c'est pour ça que dans un bloc de conditionnement comme ça, vous avez le filtre anti-repliement qu'on a vu dans l'échantillonnage, et puis aussi des amplis ou des atténuateurs de tension pour que ça corresponde ici. Ok. Alors évidemment, tout ça c'est analogique. Hein. C'est des montages ampli up, et ainsi de suite, puisqu'on est avant l'échantillonnage conversion. Alors là, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on a un capteur qui nous fournisse un signal entre moins 10 et plus 10 volts. D'accord. Donc une pleine échelle de 20 volts. Ok, je passe mon filtre anti-repliement. Et puis, j'ai mon échantillonneur, bloqueur ici, et puis là, j'ai mon CAN. Mais mon CAN, lui, son VRF, d'accord? Son VRF est de 5 volts. C'est-à-dire que sa pleine échelle, c'est 5 volts. Ok. Donc là, on a un souci, parce que le signal, il est entre moins 10 et plus 10. Ok. Ce qui fait une pleine échelle de moins 10 à plus 10, ça fait une pleine échelle de 20 volts. Et il est centré sur 0. Ok, 0 volts. Mais lui, le CAN, il attend pas ça. Lui, il attend un signal entre 0 et 5. D'accord. Et comme le signal est entre 0 et 5, ça veut dire qu'il est centré sur 2,5. La moitié. Donc là, ça ne va pas. Si vous branchez ce capteur-là dans ce CAN-là, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Alors, vous allez voir n'importe quoi ici. Là. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, j'ai une pleine échelle de 20 volts, je suis centré sur 0, et je veux une pleine échelle de 5 volts, et je vais être centré sur 2,5. Donc, il va falloir amplifier le signal, en fait, c'est pas tout fois amplifier, hein, c'est surtout réduire le signal d'un quart. Bah oui, parce que ça fait 20 et ça fait 5. Donc 20 divisé par 4, ça fait 5. Et ajouter une composante continue de 2,5. Donc pour faire ça, ça veut dire que ici, il faut rajouter un montage analogique pour faire ça. Donc là, je vous ai mis un exemple. Alors, il y en a plein, hein, mais bon, voilà. Donc ça, c'est un suiveur, donc on oublie. Mais voilà, ça, c'est un pont. Donc on le fera en TD. C'est un pont avec 3 résistances, VDD ici, qui permet de faire ça. Donc ici, je peux à la fois changer la pleine échelle d'entrée et à la fois rajouter une composante continue. D'accord. Donc voilà. Voilà. Donc après, quand je veux choisir un CAN, j'ai deux critères que je dois choisir. Donc un CAN, c'est défini par deux choses. La première chose, c'est le nombre de bits du CAN.
Donc c'est est-ce que je veux faire une conversion sur 8 bits, 10 bits, 12 bits, 16 bits, 24 bits. Ok. Donc c'est n, ici. Et puis, il y a aussi, le deuxième critère, c'est à quelle vitesse je veux qu'il convertisse. Parce qu'évidemment, le CAN, lui, il va avoir des échantillons qui arrivent, et il va trouver le nombre numérique, mais ça va lui prendre un certain temps. Ok. Donc ça, c'est une donnée qui est donnée par le constructeur. Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple de doc. Vous avez un CAN 18 bits, ici. Okay. Et puis, je vois que là, je vois 1 méga sample par seconde. Donc là, on se rappelle de ce que c'est, un méga sample par seconde. C'est l'équivalent d'une fréquence d'échantillonnage. C'est correspond à 1 mégahertz, en fait. Okay. Donc ça veut dire que lui, il est capable de convertir 1 million d'échantillons en une seconde. D'accord. Ce qui correspond à une période d'échantillonnage de 1 microseconde. Voilà, là j'en ai mis un autre, ici, un convertisseur ici. Je vois temps de conversion, ici, 665 nanosecondes. Ok. Donc voilà, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le temps de conversion, c'est 0,66 microsecondes. Ok. Ça, c'est le temps qu'il met, hein, ça, ici, là, et ici. C'est le temps qu'il va mettre à trouver la valeur numérique en sortie, à chaque fois que vous lui donnez un échantillon. Alors, comment je choisis le nombre de bits du CAN? Bon, ben, en fait, ça va dépendre de ce qu'il y a avant. D'accord? Alors, je rappelle que ici, vous avez un signal x de t qui va être échantillonné à la période ts pour avoir un signal échantillonné comme ça. Et chaque échantillon, là, chaque point en ici, va être envoyé au CAN pour avoir un nombre numérique en sortie. Et ce CAN, il a un temps de conversion TC. Ok? Alors évidemment, la contrainte que vous avez ici, c'est que le temps TC, le temps que lui, il met à trouver le nombre, doit être plus petit que le temps qui est entre deux échantillons. Sinon, il n'aura pas fini de trouver le nombre numérique de cet échantillon-là, que le deuxième va arriver. Donc ça ne va pas. Donc vous devez avoir TC plus petit que TS. Ok. Mais vous avez une autre contrainte, c'est que TS, c'est fixé par Shannon. Ok. Parce que TS c'est 1 sur Fs, et Fs c'est 2 BP. 2 fois la bande passante du signal. Donc en fait, pour bien faire les choses, il ne faut pas, quand on veut choisir le nombre de bits ici, bah, on part du début. On prend notre signal, okay, on connaît sa bande passante, qui est celle du capteur. Okay, j'applique Shannon, je trouve une fréquence d'échantillonnage qui va bien. Une fois que je connais Fs, je connais TS. Une fois que je connais TS, bah, je vais prendre TC plus petit que TS. Voilà. Donc bande passante, Shannon, Fs, TS, TC. Voilà comment on doit choisir un convertisseur analogique numérique. Ok. Alors il y a une autre façon de choisir un convertisseur, c'est de passer par ce qu'on appelle le bruit de quantification. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On en entend parler souvent. Ben, en fait, pour vous montrer ce que c'est, je fais une petite expérience. Je prends un signal X, je la convertis avec un convertisseur 3 bits. Ça n'existe pas dans la nature, mais comme je le fais en simulation, on fait ce qu'on veut. Convertisseur 3 bits. Et ce convertisseur, il me donne des nombres sur 3 bits que je renvoie dans un CNA, un convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire la même chose que ça, mais dans l'autre sens. Okay. Alors logiquement, je me dis, bah, je rentre un signal, je convertis sur 3 bits. Ok. Ici, je dois retrouver mon signal X. Ok. Parce que là, je fais une opération transparente. Ben, en fait, pas du tout. Voilà ce qu'on trouve. Donc la sinusoïde qui est jolie là, c'est X, c'est l'entrée. Et puis si je regarde le signal qui va sortir de là, ben, en fait, je vais me rendre compte que ben, j'ai des marches d'escalier. Okay. Alors c'est normal, parce que je rappelle que quand on convertit, on passe dans la caractéristique qu'on a vue tout à l'heure. Je la remets. Voilà, on passe dans une caractéristique qui est comme ça. Donc ici, il y a plein de valeurs de l'entrée qui vont avoir le même nombre numérique en sortie. Toutes ces valeurs-là, là, de là à là, vont avoir ce nombre-là en sortie. Donc en fait, quand on fait de la conversion analogique numérique, ben, il y a plein de valeurs qui vont avoir le même nombre numérique en sortie. Ça veut dire que ben, on va introduire quand même de l'erreur. Okay. Donc c'est quoi l'erreur? Ben, par exemple, dans cet exemple-là, ce serait la différence entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Okay.
Donc ici, si je fais la différence des deux, si je soustrais la sortie à l'entrée, ben, je trouve un truc comme ça. Donc ça s'appelle du bruit de quantification. La quantification, hein, c'est ces espèces de marge escalière. Ce bruit, il est d'auteur, là, Q. Okay. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que quand on passe dans un convertisseur analogique numérique, en fait, c'est comme si on prenait le signal X, là, la sinusoïde, et qu'on lui rajoutait ce bruit-là. D'accord? Donc effectivement, quand on passe dans un convertisseur, on va bruiter le signal. D'accord? Donc on va le dégrader, en fait. Ok? Donc, évidemment, on le dégrade, mais vous voyez que le bruit il est d'amplitude Q. Donc évidemment, si je prends un convertisseur de résolution très grande, 16 bits par exemple, bah, Q sera tout petit. Donc le bruit qu'on va rajouter sera faible. Donc il n'y aura pas d'incidence. Par contre, si je fais une conversion sur 8 bits, bah, Q sera relativement grand, et là, ça peut venir bruiter le signal et peut-être poser des problèmes. Ok. Donc, lorsqu'on fait une conversion analogique numérique, on détériore le signal à cause de la quantification. Ce bruit qu'on rajoute est d'amplitude Q. Si le nombre de bits du CAN est élevé, alors Q est petit et le bruit est faible, donc c'est pas très grave. Et puis pour savoir si on bruite beaucoup ou pas beaucoup le signal, ben en fait on définit une grandeur qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Hein, signal to noise ratio, donc c'est SNR en anglais. D'accord? Donc ça c'est une grandeur qu'on trouve par exemple sur des chaînes IFI. Okay. Le rapport signal sur bruit. Donc le but dans une chaîne IFI étant d'avoir un SNR le plus grand possible. Donc la relation approximative qui relie le SNR et le nombre de bits, c'est celle-ci. Donc le SNR en dB, ça s'exprime en dB, c'est 6,02 n plus 1,76. Donc si n est grand, vous pouvez dire que c'est quasiment 6 fois n. Donc par exemple, pour un convertisseur 12 bits, ce serait 6 fois 12, 72 dB. Ok. Donc, par exemple, en audio, pour les cartes son, hein, le bruit de fond est considéré inaudible si le SNR est supérieur à 70 dB. Alors, vous prenez une carte son, vous enregistrez du silence. Bon, si vous prenez un convertisseur 8 bits, ben, ce n'est pas du silence que vous allez entendre un bruit de fond. Et ce bruit de fond, il ne vient pas de votre micro ou de l'extérieur, il vient du CAN. Donc ça, en audio, c'est pas acceptable. Donc, pour ne pas avoir de bruit de fond, il faut un CNR de 70 dB. Bon, si je fais n égale 16 là-dedans, je trouve 98 dB. Donc ça marche, hein, 98 c'est bien plus grand que 70. Donc c'est pour ça que sur les cartes son standard, le standard des convertisseurs c'est 16. On ne retrouve pas de carte son à 8 bits, hein, par exemple. Donc, quand je veux choisir le nombre de bits de mon convertisseur, j'ai deux possibilités. Soit je dis, ben voilà, je connais la plus petite tension que je veux mesurer et j'en déduis n. Ou j'ai une contrainte sur le rapport signal sur bruit. À ce moment-là, ça me donne le nombre de bits du CAN. Et puis, pour trouver le temps de conversion du convertisseur, ben, on a la bande passante du signal, on fait Shannon, on trouve la fréquence d'échantillonnage, on en déduit la période d'échantillonnage et on en déduit le temps de conversion qu'il nous faut derrière en imposant que le temps de conversion doit être plus petit que la période d'échantillonnage du système. Voilà, donc dans les convertisseurs analogiques numériques, ben, en fait, vous avez un peu de tout. Vous avez des convertisseurs qui sont très rapides, avec un temps de conversion très petit. Vous en avez qui sont lents. Et puis après, vous en avez qui sont pas très précis, moins précis ici, 8 bits. Et puis vous en avez qui sont très précis. D'accord? Et ça va dans le sens inverse. C'est-à-dire quand c'est précis, ici 24 bits, ben, c'est lent. Et quand c'est très très rapide, ben, c'est pas très précis. Alors il y a 2-3 noms qu'il faut connaître. Donc dans les plus rapides ici, ben, vous avez les convertisseurs flash, qui sont vraiment la structure de conversion la plus rapide. Donc on regardera ça en TD, voir comment ça marche. Mais on verra qu'il y a une grosse limite technologique à ce convertisseur qui fait que finalement on en voit de moins en moins. Et ce qui est le plus rapide actuellement ici dans
chez les fabricants, c'est plutôt le pipeline, semi-flash ou pipeline. Ensuite, vous avez ici le plus précis, c'est ceux qu'on va utiliser pour faire des cartes vidéo ou des cartes son sur 24 bits. C'est ce qu'on appelle un sigma delta. Puis entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les petites successives, SAR en anglais, qui sont, je dirais, la moyenne gamme, hein, c'est-à-dire le milieu, qu'on trouve en très, très grande quantité, hein, où là on peut avoir des résolutions moyennes, hein, 12, 14 bits ici, avec des rapidités moyennes aussi. Okay. Alors il faut bien voir que N et TS évoluent en sens inverse. Un can précis est généralement lent et un can rapide est généralement peu précis. Okay. Donc ça risque de bouger. Pourquoi? Parce que bah, les recherches sur les convertisseurs, ça bouge pas mal. Hein, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des évolutions très très rapides chez les constructeurs. Donc si je regarde par exemple ici, si je vais chez un fabricant, hein, je vais mettre National Instruments, on va regarder un petit peu. Puis je mets ADC, okay. Donc Analogic to Digital Converter. Voilà. Qu'est-ce que je vais trouver? Voilà, tac. On va regarder un petit peu les produits. Non, c'est pas National Instruments d'ailleurs, c'est Texas Instruments. Voilà, on va regarder ça. C'est Texas Instruments. Je vais regarder les produits. Je vais regarder les data converters. Ok. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai les high speed. D'accord. Et puis, donc ça, c'est les rapides. Ok. Et puis après, j'ai les précisions. Donc là, high speed, ça veut dire que ici, je vais être à les très très rapides. Et puis ça, ici, je vais avoir ceux de précision, c'est-à-dire sur 24 bits pour les cartes son, ainsi de suite. Donc si je regarde, voilà, si je regarde supérieur à 20 bits, ok, voilà, je vais trouver, donc vous voyez comment c'est ici, j'ai les 32 bits, ok. Par contre, vous voyez que je suis à 38 kHz, donc c'est faible, hein, c'est vraiment petit. 32 bits. 32 bits, c'est énorme, mais l'échantillonnage est très lent. Et quand vous regardez le nom du can, c'est un sigma delta. Okay. Donc il y a beaucoup de sigma delta, vous voyez, quand on dépasse les 24 bits. Okay. Et puis si je regarde chez les rapides, donc high speed, voilà, je vais aller voir supérieur à 1 giga par exemple. Donc ce qu'on va trouver dans des oscillos par exemple. Ok, voilà, voilà, je suis à 1600 MHz, je vais mettre 1 giga 6. Ok, là, ça commence à pédaler pas mal. Voilà, donc c'est là que je vais retrouver folding, l'interpolation, c'est une autre technique de conversion, mais leur programme. Mais vous voyez ici, le pipeline, ici, on le retrouve. Un semi-flash pipeline, on le retrouve partout là. Ok, donc ça on le verra en télé. Okay, donc là, les convertisseurs, il y en a plein hein, ici. Par contre, vous voyez que les résolutions sont assez faibles hein, quand on va vite. Hein, quand on est à 1 giga, 2 giga, on arrive, enfin ça a quand même pas mal évolué puisqu'on arrive à 2 ou 3 GHz ici avec des conversions quand même qui sont sur 12 bits, 14 bits. D'accord. Il n'y a encore pas si longtemps, on était encore limité à 8. Hein, donc ça bouge pas mal. Ok. Voilà, donc rapidement sur les cannes, voilà à peu près ce qu'il faut retenir. On va faire pas mal de TD dessus, donc on va pouvoir rebalayer tout ça. Donc à l'autre bout de la chaîne, vous avez tout ce qui est conversion numérique analogique. Donc ça, c'est simple. Hein. Ici, la conversion numérique analogique, c'est pareil, un quincan, mais dans l'autre sens. Donc on lui rentre une donnée D codée sur n bits. Okay, et il va nous sortir là, ce coup-ci, une tension hein, qui correspond au nombre. D'accord. Donc la relation de la sortie en fonction du nombre D en entrée. Donc D, c'est le nombre d'entrées. V out, c'est la sortie.
eh bien, c'est encore Vout égale VPE, c'est-à-dire la pleine échelle, ou VRF si vous voulez, D sur 2 puissance n. Ok. Donc là c'est pareil. La résolution c'est pareil, ça va être aussi la même chose. Le temps de conversion, ça ne s'appelle pas temps de conversion sur un CNA, ça s'appelle temps d'établissement, hein, settling time, TS. Alors c'est pas vraiment une contrainte parce que les convertisseurs numériques analogiques sont toujours rapides. Donc là on n'est pas comme dans les CAN où on a des rapides, des pas rapides, ainsi de suite. Là c'est toujours très rapide, donc il n'y a pas de problème. Et le choix de n se fait de la même façon, hein, que pour un CAN, c'est-à-dire en fonction de la résolution que vous voulez en sortie. Ok. Voilà pour ce petit cours sur les CAN, et puis on se retrouve pour faire les TD assez rapidement.